Autant de misère. C'est pourtant Haïti qu'on a surnommé la perle des Antilles, mais comme vous allez le voir, cette perle reposait sur un collier qui a plutôt servi à étouffer le peuple haïtien. Comment en est-on arrivé là? D'abord, un peu de géographie. Haïti est situé dans les Grandes Antilles. Le pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine. Haïti est classé 160e sur 175 selon l'indicateur de développement humain des Nations unies. Ça vous explique pourquoi ce pays, Haïti, est le plus pauvre des Amériques. Mais qu'est-ce qui explique cette descente aux enfers? Il y a 3 éléments historiques que nous allons vous raconter. D'abord, il y a son histoire coloniale. Il y a aussi l'isolement dans lequel les autres pays ont condamné Haïti dès sa naissance. Et enfin, il y avait l'existence d'élites prédatrices qui n'ont jamais donné aucune chance au peuple haïtien. L'histoire coloniale d'Haïti se caractérise par une exploitation massive des ressources de l'île sans aucune considération pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement durable. Cette négligence apparaît dès 1492, alors que Christophe Colomb prend possession de l'île et la déclare colonie de l'Espagne. Immédiatement, les Espagnols transforment leur nouvelle colonie en un lieu d'extraction de richesses, principalement l'or. L'avidité des Espagnols les conduit à asservir les populations autochtones, les Taïnos, qui, à cette époque, auraient été plus d'1 million à vivre dans l'île d'Hispaniola. Les conquistadores les exploitent si durement qu'ils meurent tous en l'espace de 50 ans. L'histoire coloniale d'Haïti débute donc par un génocide. En 1697, Charles II, le roi d'Espagne, cède au roi de France, Louis XIV, la portion occidentale d'Hispaniola, qui est rebaptisée Saint-Domingue. Et cette colonisation française va intensifier la descente aux enfers d'Haïti. Je vous raconte la suite dans quelques instants. Je vous disais il y a quelques instants que la colonisation française a joué un rôle majeur dans le destin tragique d'Haïti. Voici comment ça s'est passé. Au 18e siècle, les Français installent à Saint-Domingue un système d'exploitation agricole qui est basé sur la culture du café et de la canne à sucre. Eh bien, à l'époque, la canne à sucre avait la même importance dans l'économie que le pétrole a aujourd'hui dans notre économie. Pour la France, Saint-Domingue, c'est le pactole. Les colons français de Saint-Domingue deviennent fabuleusement riches. C'est l'esclavage qui leur permet d'accumuler des fortunes. Entre 1697 et 1791, les bateaux négriers amènent, principalement de l'île de Gorée au Sénégal, plus de 860 000 esclaves. Une fois arrivés de l'Afrique, ces esclaves subissent un régime d'exploitation d'une brutalité incroyable. L'esclavage fait également surgir les premières divisions au sein même de la population noire. L'affranchissement de certains esclaves, souvent des enfants illégitimes des maîtres blancs, donne naissance à une élite, les mulâtres créoles. Les mulâtres se sentent supérieurs aux esclaves noirs et ne partagent pas leurs intérêts. Arrive 1791. La Révolution française bat son plein. Liberté, égalité, fraternité sont des principes qu'on veut étendre partout. Partout, sauf à Saint-Domingue, où les propriétaires des plantations y voient une menace au maintien du système esclavagiste. Cependant, les mulâtres et les Noirs affranchis souhaitent les voir établir ces principes dans l'île, mais pour eux seuls. Un chef, Toussaint Louverture, déclenche une rébellion extrêmement violente. Les rebelles battent les troupes de Napoléon Bonaparte et déclarent l'indépendance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Haïti, ou Haïti, comme on disait à l'époque, c'est le nom que les indigènes Taïnos donnaient à leur territoire. Ça veut dire pays de montagne. Mais le prix payé par Haïti pour acquérir son indépendance est absolument astronomique. L'économie du pays est dévastée. Haïti aurait peut-être pu s'en sortir si d'autres pays avaient accepté de l'aider, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, épouvantés par l'idée absolument subversive à l'époque qu'une république soit dirigée par des Noirs, les puissances de cette époque isolent diplomatiquement et économiquement Haïti. 2 exemples de l'isolement d'Haïti. Le Vatican n'établit des liens qu'en 1860 avec une république officiellement catholique, mais noire, et il faut attendre 1862, en pleine guerre de sécession américaine qui provoquera l'abolition de l'esclavage, pour que les États-Unis reconnaissent Haïti. Quant à la France, elle refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti.
Pour convaincre la France d'accepter son existence, le gouvernement d'Haïti est forcé de verser une compensation que le gouvernement du roi Charles X fixe en 1825 à 150 millions de francs or. Même si cette somme est ramenée à 90 millions de francs or, c'est un coût additionnel asséné à l'économie d'un pays déjà à genoux. Haïti honore sa dette qu'elle finira de rembourser en 1938. Pour se sortir du gouffre, Haïti aurait eu besoin que ses élites proposent un projet de reconstruction nationale. Or, ça n'a pas été le cas. La nouvelle classe dirigeante, qui est formée de mulâtres créoles et des rares familles blanches demeurées dans l'île, perpétue l'exploitation des classes laborieuses, tout en interdisant à ces classes laborieuses, qui forment la majorité, l'accès au pouvoir. Les gouvernements se succèdent d'un coup d'État à l'autre, mais une chose demeure, le refus de la classe dirigeante de partager le pouvoir avec le peuple. À ce cycle d'instabilité s'ajoute l'occupation par les Américains entre 1915 et 1934. Les Américains laissent aux Haïtiens un héritage empoisonné, une armée professionnelle haïtienne qui amplifie la répression. Arrive 1957. Cette année-là, un médecin noir, François Duvalier, joue sur le ressentiment de la population noire pour se faire élire président. Duvalier aurait pu inaugurer une ère démocratique dans le pays. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il établit une dictature qui élimine avec férocité toute dissidence. C'est l'époque des tontons macoutes et de l'exil d'une partie de la population haïtienne, surtout les mieux éduqués. Son fils, Jean-Claude, qui lui succède, est renversé en 1986. Mais la vraie démocratie n'est pas pour autant instaurée. Depuis cette époque, la démocratie est fauchée chaque fois qu'elle tente de sortir de terre. L'espoir a longtemps reposé sur les épaules de Jean-Bertrand Aristide, un prêtre proche des masses et qui prêche une meilleure répartition des pouvoirs et de la richesse. Une fois au pouvoir, Aristide n'arrive pas à réaliser ce projet. D'une part, il se met à dos les élites possédantes qui ne veulent rien changer. D'autre part, il sombre lui-même dans le moule de l'homme fort, du chef charismatique mais autoritaire qui ne partage pas le pouvoir et utilise la force pour se maintenir en place. Cette double dynamique explique les malheurs récents d'Haïti, le coup d'État contre Aristide en 1991, les élections contestées, les troupes des chimères qui remplacent les tontons macoutes et l'hésitation de la communauté internationale à fournir des fonds pour rescaper le pays. La grande question est maintenant de savoir comment Haïti pourra rompre avec son passé et s'engager dans la voie de la prospérité et de la démocratie. Il est évident que la communauté internationale aura un rôle à jouer dans cette tâche de réanimation. Mais pour rendre son éclat à la perle des Antilles, il faudra beaucoup de doigté et beaucoup d'argent.